Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Si tu as une histoire que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Le groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Rappelez-vous que le but est de sensibiliser, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de laisser un commentaire. Peu importe le commentaire, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez en commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Très bien alors. Je travaillais dans une boîte de nuit à Douala. Et dans cette boîte de nuit-là, il y avait une jeune fille qui venait tous les soirs. Et quand elle venait, je l'offrais toujours parce que bon, dans la boîte de nuit, les premières filles qui arrivaient au plus tard avant 1h du matin, on les offrait des verres de coca. Et du coup, elle était toujours parmi les premières filles. Et je l'offrais toujours son verre de coca et puis elle était toujours contente et tout. Donc, bref, elle était devenue ma petite copine de tous les soirs. Chaque fois quand elle venait, je l'offrais le verre. Même après 1h du matin, quand son verre finissait, je l'offrais toujours un verre de whisky coca et tout. Elle était toujours contente. On est devenus amis comme ça. Chaque soir, elle vient, elle dit bonsoir. Elle restait toujours au bar et tout. Et je m'occupais bien d'elle. Un jour, elle est venue. Elle m'a dit tu es trop belle pour être ici. Je dis ça veut dire quoi, je suis trop belle pour être ici? Elle dit mais tu vois pas que ta place n'est pas ici? Tu travailles en boîte de nuit dans un comptoir, tu sais les clients et tout, tu mérites mieux que ça. J'ai dit je mérite mieux que ça, mais pour l'instant ce n'est que ça que j'ai trouvé comme boulot et c'est ça qui me permet de prendre soin de moi, de soutenir ma famille. Tu veux que je fasse quoi? Elle me dit, j'ai un secret. Je lui dis, quel secret? Elle me dit, tous les soirs quand je viens ici, tu es gentil avec moi, tu me sers les verres et tout. Franchement, tu es une fille bien. Mais j'ai un secret et je veux qu'on le fasse à deux. Je lui dis, mais le secret c'est quoi? Elle me dit, en fait, elle a un réseau. Et elle aimerait qu'on aille dans le réseau ensemble. Je lui dis, mais le réseau, c'est quel réseau? Elle me dit, le réseau est au niveau des DA. Qu'elle veut m'amener au niveau des DA. Il y a un monsieur au niveau des DA qui fait qui fait des rituels pour avoir beaucoup d'argent. Je lui dis, mais les rituels là, c'est comment, ça se passe comment? Elle me dit, si je pars avec elle, quand on va rentrer, on va devenir très riche. On aura beaucoup d'argent, on va rien manquer. Je lui dis, ah ouais? Elle me dit oui. Je lui dis, mais moi, je veux d'abord savoir comment ça se passe avant de... Moi, elle ne peut pas partir comme ça, elle ne peut pas te suivre bêtement, je ne sais pas là où tu m'amènes et tout. Elle me dit, ça aide. Après aider à... Bon, elle m'a indiqué un peu, bref. Après, elle me dit, le monsieur, il va nous faire des lavages, il va nous enterrer dans le cercueil. Il va nous enterrer pendant 3 jours dans un cercueil par terre, comme on enterre les morts là. Donc, on te met dans le cercueil, on ferme, et puis on t'enterre, on met la terre dessus. Donc, on t'enterre vivante, quoi. Je dis, mais comment ça, on va m'enterrer vivante alors que je suis encore vivante? Elle me dit, non, c'est juste pour le médicament. Mais après, quand tu vas sortir, tu vas devenir très, très riche. En fait, je suis restée... J'étais un peu choquée. Je lui ai dit, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller d'abord voir le monsieur. Tu vas faire le médicament que tu dis là. Si tu deviens très riche, que moi-même, je vois que ta vie a vraiment changé comme tu dis là, peut-être je vais venir, je vais te suivre. Mais pour l'instant là, laisse-moi d'abord débarrasser mes veilles ici. Parce que pour l'instant, c'est ici là que je gagne mon pain. Elle me dit, tu sais, si je pars voir le monsieur et que je fais le rituel et que je deviens très très riche, on ne sera plus amis.
je ne vais plus te reconnaître. Tu ne vas même plus t'approcher à côté de moi parce que j'aurai beaucoup d'argent et je ne vais plus traîner avec toi. Je ne vais plus venir ici au bar pour que tu m'offres les verres de coca. Parce que je vais devenir une VIP et je vais seulement boire les champagnes. Bah après, bon, elle a parlé comme ça, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai négligé l'affaire. Elle m'avait même dit le nombre de jours qu'elle devait faire. Elle m'a dit, si je vois 4 jours passés qu'elle n'est pas rentrée, je commence à m'inquiéter. Mais avant 4 jours, elle sera là et elle sera très riche. Et que si elle revient, elle devient très riche, elle ne va plus me reconnaître. Je ne serai plus amie avec elle si je ne pars pas avec elle. Je lui ai dit que de toutes les façons, vas-y, moi je reste ici et débarrasse mes verres. Elle est partie. Je reste 2 jours, je ne la vois pas. 3 jours, je ne la vois pas. Elle commence à m'inquiéter. Elle dit, hé, celle-là, elle est où? Chaque soir, elle est ici, là, mais ça fait 3 jours, je ne la vois pas. Peut-être elle est vraiment partie. 4e jour, 5e jour, je vois mes collègues qui servaient en salle là. Ils ont fait des réservations. Ils ont réservé peut-être deux tables VIP et tout ça là. Il y avait le protocole et tout. Mais là, moi, alors, je quitte maintenant mon bar. Je n'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un ministre qui va venir ici ou un footballeur ou... On me dit que non. J'ai dit, comment ça? C'est qui va venir? On me dit, mais tu connais pas la fille qui venait souvent là-bas? Ta petite copine là qui venait souvent boire les coca avec toi là-bas au bar? Petit détail là. Je dis que oui. C'est elle. Elle a réservé 2 tables et tout et tout. J'ai dit, mais c'est pas vrai. On me dit que si, c'est elle. J'ai dit, non, je n'arrive pas à croire. J'ai dit, je vais voir avant de croire. Donc, du coup, je suis repartie dans mon comptoir en train de servir mes verres de coca. Je vois, elle entre en boîte. Elle avait changé. Elle était devenue belle. Elle était devenue purée. Elle avait vraiment changé. C'était la dimension, quoi. Elle est partie, elle a réservé sa table. Il y avait les champagnes. Il y avait même les gardes du corps. En fait, j'étais choquée. Et moi, j'étais là derrière mon comptoir. Je l'observais. J'ai dit, ah, peut-être elle a vraiment fait ce qu'elle m'a dit. Et c'était vrai, hein, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas. Elle m'ignorait. Elle ne me parlait plus. Elle passait. Elle était devenue comme une grande femme. En fait, elle ne me gérait plus. Je n'étais plus sa copine qui lui servait les verres de coca. Elle avait déjà une grosse voiture. Quand elle venait en boîte de nuit, elle garait seulement sa grosse voiture là. Elle ne s'asseyait même plus au bar, même pour que je lui serve les verres de coca. Elle s'asseyait seulement dans les VIP là-bas. Quelques temps après, elle a commencé à ouvrir des instituts de beauté dans la ville de Douala. En fait, sa vie avait changé. C'était devenu chic, quoi. Mais on n'était plus amis parce qu'on n'était plus dans la même longueur d'onde, quoi. Elle était devenue grande, moi j'étais encore moi petite là pour débarrasser mes verres. Mais ce qui était triste pour la fin de son histoire, c'est que elle avait ouvert, je pense qu'elle avait déjà 3 instituts dans la ville de Douala. Après, elle a commencé après, moi j'ai voyagé, hein, moi j'étais plus au Cameroun et tout. Après, j'avais appris qu'elle a commencé à perdre la tête. Il y a 2 de ces instituts qui ont brûlé et tout. Bref, c'est ce que j'avais appris, mais après, j'avais plus de ses nouvelles. Je ne sais pas si elle est encore vivante ou elle est même déjà décédée. Je ne sais pas là où elle est. Voilà, c'était mon histoire. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Je te dépasse sur ton live et j'ai vu ce que tu es en train de faire. Ouais, j'aime trop les trucs mystiques, en fait. J'adore. Merci. Mon histoire, c'était quoi? Quand j'étais encore très jeune, l'âge de puberté, j'aimais vraiment me promener. Hein. En fait, histoire de village, quand il y a les balles, j'aime pas manquer. Parler des congrès, il y a des soirées, j'aime pas manquer. J'aime pas me promener. J'aime me balader, je me balade. Mais c'est pas que je vais voir un garçon. Hein. J'aime me promener. Et un jour, à ma promenade, quand j'ai quitté Palais des Congrès, il y avait une soirée. Après, je rentrais à la maison, j'étais avec les amis.
Et ouais, chacune a pris sa route pour rentrer au fait. Donc c'est un village. Quand moi j'ai pris ma route, je marchais seule. À un moment donné, j'arrive à un endroit, c'est un petit carrefour. Et je voulais connaître quelqu'un. Je regarde, je sais même pas, c'est une femme, c'est un homme. Je ne sais pas, la personne est tellement grande de taille. Il n'y a même pas de limite. Maintenant, je soulève ma tête pour regarder s'il a une tête. Je regarde là, je sais même pas. Oh, il n'a même pas de tête. Et il est habillé en blanc. Maman, viens voir la course. J'ai enlevé ce sandal là, j'ai commencé à courir. J'ai couru jusqu'à... Je ne pouvais plus rentrer à la maison puisqu'il m'a bloqué le passage. Je suis allée chez les voisins. Heureusement, le fils du voisin, lui, n'était pas là, mais il n'avait pas fermé sa porte. Je suis rentrée dans sa chambre, me coucher. À un moment donné, j'entends derrière la porte comme quelqu'un frappait la chambre. Et je sentais un froid. J'étais tellement lourde que... Si, je me suis endormie. À un moment donné, quelqu'un me frappe. Je me réveille, c'est le fils du voisin. Il dit, mais tu fais quoi chez moi? Il dit, il y a un monsieur qui est très grand de taille qui m'a bloqué le passage chez nous là. Il dit, mais il n'y a personne. Je dis, si. Il dit, qui me raccompagne, je vais rentrer chez moi. Il dit, non, que c'est bon, que je ne rentre plus. Et le lendemain, quand j'ai parlé à des vieilles femmes, ils m'ont dit que ouais, c'est comme ça, quand tu te promènes trop, c'est comme ça, il y a les esprits qui sortent pour t'effrayer, juste pour t'avertir, quoi. De ne plus te promener, que c'est... Non. Et ok, j'ai arrêté. C'était... Pour moi, ça fait peur. Et quand tu vis au village, il y a plein d'histoires. Quand on parle de feu de sorciers, là. Je sais pas si vous avez une fois entendu ça. Quand les sorciers veulent sortir là, leur lumière, là, leur feu, là. Que tu vois le feu qui se déplace seul. Je sais pas si tu as une fois entendu l'histoire. Ah aussi, j'ai croisé. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Tu peux même pas dormir la nuit. Voilà, mon enfant me dérange. Je peine pas, mais je vais répondre. DMG, chez nous, quand on fait papatoya, on ne coupe pas le goût comme ça aux gens, c'est pas bon. Tu as fait quand même. Comment? Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est en train de faire le loup papatoya, on ne coupe pas le goût comme ça, sinon la personne tombe malade. Tu m'as raccroché la connexion comme ça. C'est ça, je te dis. Non, c'est pas moi. C'est la connexion qui dérange, c'est pas moi. En tout cas, je ne sais pas si je dois reprendre brièvement depuis le début. Non, c'est mieux de reprendre. Ah, je suis désolé, c'est pas moi, c'est la connexion. D'accord, non, t'inquiète, je sais. Bref, donc du coup, je dis, cet été, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Étant plus jeune, j'avais fait la remarque sur moi-même que je suis pas belle, hein, je suis pas waouh. Mais quand je sors avec mes copines que je trouve vraiment plus belle, c'est toujours moi que, genre, des fois, personne drague. Genre, moi, j'ai toujours le gars qui a l'oseille. Donc, j'ai pris l'habitude avec ça pour dire, skinny, hein, on attire que les riches. Donc, bref, j'ai pris l'habitude. Donc, cet été, je fais la rencontre d'un artiste, mais hyper connu encore, vraiment connu, qui est en fonction encore, qui chante toujours. Je fais la rencontre du mec. Ça se passe bien. On part dans la loge, on discute bien, voilà, il prend des renseignements sur moi, je suis mon ami, tout va bien. Où les choses vont se corser, d'abord, je dis aux gens d'avoir peur des footeux et des artistes. Parce que les gens là rentrent dans des bois sacrés pour ressortir comme ça. Parce que souvent, tu sais même pas c'est quoi la personne chante, mais ça te plaît. Bref, moi, je suis partie. Il m'invitait tout le temps. Moi, je travaille. Et mon travail me prend beaucoup de temps. Donc, je déclinais toujours l'invitation parce que moi, je ne vais pas laisser mon travail pour aller voir garçon. Je suis désolée. Donc, j'ai trouvé un jour où je ne travaillais pas et lui aussi, il avait une prestation dans une ville pas très loin de chez moi. Il me dit, viens, je démarre ma voiture, 2 heures de route. La nuit! J'arrive. On échange un peu et il avait sa prestation à 4 heures du matin. Il me dit là sa prestation. J'étais là sur mon téléphone en train de manipuler sur TikTok. Le gars, il éteint les lumières DMG. Il commence à faire quoi? J'étais en train de manipuler mon téléphone, j'étais sur TikTok. Donc, je suis couchée sur le lit. Le gars, il finit de s'habiller. Il doit prier avant de partir prester. Quelque chose que moi, je trouve normal. Mais DMG, la prière que le père là m'a sorti, j'ai jamais entendu ça de ma vie musculaire. Jamais. C'était une prière qui disait, oui, avec toi, je suis le plus fort. Sans toi, je dis, hé. Émilie, ton tour est arrivé. C'est fini pour moi.
Dans le noir. Depuis qu'on prie dans l'obscurité. Le gars là a fini la prière là. Quelque chose m'a dit ne dors pas. DMG, je suis restée les yeux ouverts jusqu'à 9h du matin. Ah bon, toi et moi on ira sur Paname. Même si les choses des grandes personnes qui étaient venues faire là. Le goût m'est coupé. Mes ragnagnas sont venus sur place. Sur place là. Mes ragnagnas sont venus tellement la peur m'a envahi. La prière là, quelqu'un finit par une lourde prière comme ça et puis vient se coucher sur toi. Jamais. Non. Je suis quittée là. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je raconte vraiment tout à mon père. Mais vraiment tout. Donc, quand je raconte ça à mon père me dit, parce que mon père aussi, c'est pas quelqu'un de simple, il me dit la seule chose qui t'a sauvé, c'est que tu n'as pas les grands yeux. C'est-à-dire, je me base pas que si telle personne est comme ça, non, c'est un artiste, si je sors avec lui et tout. Je suis pas comme ça, je me suffis. Et c'est la seule chose qui m'a sauvé. Et la chose aussi qui m'a sauvé, c'est que j'ai pas eu de rapport avec cet homme-là. Sinon, ils allaient parler de moi au passé composé. Hey, la prière de ça, c'est moi le plus fort. Parce qu'avec toi, on gagne toujours. C'est toi le roi. J'ai dit, à 4 heures du matin, on vient faire loup prière comme ça à côté de moi. S'il meurt là, il a dit quoi, mon papa? En tout cas, comme conseil, j'aimerais dire à mes sœurs là, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Suffisez-vous. Tu as l'argent, tu as ta voiture, tu es chez toi. Tu es loué de quitter chez toi après le service à 22h. Aller voir un mec arriver chez lui à minuit. D'abord même, et s'il m'avait liquidé même sur la route d'abord. Mais comme je suis quelqu'un, je prie toujours avant de toucher le volant. Dieu a fait grâce, je suis arrivée. Mais la prière que j'ai vue là, j'ai dit, moi si je le revois encore. Chez nous, on dit quand le serpent te pique, tu vois avec des têtes, tu sautes. Plus jamais de ma vie. Donc les footeux et les artistes, j'ai déchargé. Je cherche moi mon petit destiner et puis c'est bon. Donc c'était mon histoire du soir. Faites vraiment attention aux gens qui ont beaucoup d'argent. Ok, Oui. on a compris. Salut ton Bensigina, pardon. Oui, j'ai pris mon destiner, c'est bon. Ok, dans les commentaires. D'accord, vas-y. Allô, bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Je vais très bien. D'accord. Bon, l'histoire que je vais raconter là, c'est mon histoire à moi-même. C'est une histoire personnelle que j'avais vécue. Je crois que j'avais 16 ans par là. Donc, je vivais avec ma maman. Il y a et le mon ventilateur beau-père. pour toi, le ventilateur. Non. Je suis dans la vitre. Un instant. C'est bon, j'ai fermé la baie vitrée. D'accord, C'est bon maintenant? c'est bon. Donc, je disais, je vivais avec mon beau-papa et ma maman. J'avais encore, je crois, 15 ans, 16 ans. Et à l'époque, ma maman venait à peine d'avoir des problèmes avec son mari. Donc, le jour même où on met ma mère à la porte, donc à la rue, avec mes petits frères et moi, j'ai dit à ma mère que non, j'arrive, je vais chez le boutiquier à côté et puis je vais passer un coup de fil à mon grand-père, donc son papa à elle. C'est comme ça que je croise un monsieur, des VX là, une grosse voiture. Bonjour ma fille, comment ça va? Je réponds tranquillement. Est-ce que je peux avoir ton numéro? À l'époque, je n'avais pas de téléphone. C'est ma maman qui avait uniquement le téléphone. Donc, je lui ai dit non, je n'ai pas de téléphone. Il a mis son numéro sur une enveloppe et il m'a tendu l'enveloppe. Il m'a dit appelle-moi. Il est parti. Quand j'ouvre l'enveloppe, je vois 200 000. J'ai dit tous les 10 000 francs là, c'est beaucoup d'argent. Je suis redescendue. J'ai trouvé ma mère. Elle était assise, elle était toute triste. Donc, quand je lui ai montré l'enveloppe, elle était contente. Elle me dit, oh merci, c'est un sauveur et tout. C'est comme ça qu'elle a pris les 200 000 là. On a loué une chambre précipitamment, quoi, dans l'urgence parce qu'on était à la rue. Et elle m'a dit, ma fille, appelle le numéro du monsieur là. Parce que quelqu'un ne peut pas te donner 200 000 comme ça.
c'est pas évident. Donc, j'ai appelé avec son portable. Le monsieur a décroché. Mais c'était pas lui qui était au téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui a décroché. On a parlé. J'ai dit non, c'est un tel, voilà, je veux taire mon prénom. Voilà, voilà. Et puis on s'est rencontrés à tel endroit. Vous m'avez demandé de vous appeler. Le monsieur me dit non, patientez un instant et tout. Je veux le passer. On m'a passé le monsieur en question. C'est une personnalité ici dans mon pays. Actuellement même encore, il est encore au pouvoir. Donc, il a décroché. Et il m'a donné rendez-vous. Mais l'endroit, je ne connaissais pas vraiment comment faire pour aller à l'endroit. Donc, c'est ma maman qui m'a accompagnée. On est allé. Quand on est arrivé, vraiment, c'était, je sais pas, c'était comme un palais. Une grande maison. Et j'étais émerveillée de voir des piscines à l'intérieur d'une concession. Pour moi, je ne voyais pas ça souvent juste à la télé. Et puis, j'étais encore très naïve. Donc, quand je suis arrivée, on a discuté. C'est ma maman qui répondait. Hein. Moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je ne connaissais pas encore même des autres, j'étais encore vierge. Donc, ma maman parlait avec le monsieur, ça discutait et tout. Et j'étais là comme, je ne sais pas, comme un appât. Et je n'avais pas compris ça comme ça. Donc, ma maman a profité de l'occasion pour expliquer notre situation. Donc, le monsieur a dit non, il n'y a pas de souci, je vais vous loger dans une de mes villas. Et on a logé dans la villa du monsieur et tout, le même jour. Donc, on n'a même pas, la maison qu'on avait louée, on n'a même pas fait une semaine. On a dit au bailleur qu'on partait, il pouvait garder le reste de l'argent et tout. On est parti aménager directement dans une de villas du monsieur, avec tous mes petits frères et tout. Et puis les jours passaient, ça allait, j'avais beaucoup d'argent, il me donnait beaucoup d'argent. Quand il me prenait, il m'emmenait au supermarché pour faire les courses. Je pouvais prendre tout ce que je voulais, au point où même quand je dis je veux plus, il te dit non, prends ce que tu veux. Après, je n'avais plus d'idée, je prenais même des brosses à laver, des serpillères, des trucs vraiment... Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je prenais les courses, mais ma maman m'a motivée que oui, c'est bon, c'est un sauveur, c'est Dieu qui nous a envoyé ce monsieur-là et tout. Et puis un jour, il commence par m'inviter toute seule. Il me dit non, je t'envoie le chauffeur, tu viens sans ta maman. Donc, je vais au rendez-vous du monsieur, j'arrive dans sa pièce, la chambre, on va dire. Je vois toute une chambre remplie de miroirs. C'est-à-dire, les murs sont recouverts de miroirs, je ne comprends pas. Il y a le lit, je ne comprends pas. Je dis, pourquoi ta chambre, il n'y a que des miroirs, il n'y a pas de rideau, c'est juste des miroirs. Il me dit non, c'est comme ça, c'est la visibilité est plus claire comme ça. Bon, moi, c'était un peu les mots que je ne comprenais pas. On a commencé à parler, il me posait des questions. Est-ce que tu connais des hommes et tout. Je disais non, moi, je ne connais pas encore. Je n'ai que 15 ans, 16 ans, je ne fais pas encore ce genre de choses. Il me disait non, lève-toi un peu, tourne-toi. Quand je me tourne, je suis habillée. J'ai l'impression qu'il est en train de regarder quelque chose à l'arrière de mon dos. Et j'ai le frisson qui me prend. Je reste tranquille, je ne panique pas, je rentre à la maison. Je dis à ma mère, ah non, le monsieur là, il me fait peur. Ma mère me dit non, pourquoi tu es naïve comme ça, il ne faut pas avoir peur et tout. Je dis non, il me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas normal. Elle me dit non, si, il est gentil et tout. Donc, j'avais l'impression que le monsieur, c'est-à-dire à l'instant où je commence à penser à lui, tout de suite mon téléphone sonne, c'est lui qui appelle. Et c'était comme ça à chaque fois. Et un jour, ma mère a commencé à tester. Elle a dit non, demande-lui, dis que tu as besoin d'1 million. J'ai aussi fait un message, il a rappelé. Il a dit pas de problème. Ce jour-là, il a tenu à me remettre l'argent en main propre. Et il n'aimait pas venir dans sa propre villa, donc il me faisait toujours déplacer. Quand je suis allée, je vois, quand il me remet l'argent est tout chaud, mais il y a un œil qui est vert, c'est-à-dire la pupille de l'œil là. Je vois que c'est un peu vert, légèrement, genre comme si comme s'il avait mis de la lentille en fait. Une lentille dans son œil, donc c'était un peu vert. Je dis, mais pourquoi l'autre œil est noir? Je lui pose même la question, il me dit non, il a tellement gratté l'œil que certainement ça a dû changer de couleur. Je dis, ok, d'accord. Il m'a raccompagnée.
le même jour, il me raccompagne. Il me rappelle à 3 heures du matin. Il me dit, sors, j'ai laissé, le chauffeur, il est garé devant toi. Est-ce que je peux te voir? Je veux qu'on aille prendre un verre. Je dis, je bois pas. Ma maman me dit, non, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, le chauffeur est venu, je suis partie. Et quand on arrive, j'avais déjà, je crois que je descends, je me dis, je vais me mettre au lit. Et puis là, mes règles commencent à... Mes ragnagnas, comme on va dire, sont arrivées. Donc, je me suis débrouillée comme ça. J'ai passé toute la nuit là. Il m'a dit, il ne peut pas dormir sur le même lit que moi parce que je suis impure et tout. Bon, c'est comme ça. Et en fait, ça a tourné comme ça. À chaque fois qu'il voulait me voir, j'avais toujours des ragnagnas qui arrivaient. Donc, je me retrouvais maintenant à voir ça 3 fois, 4 fois dans le mois, à chaque fois. C'est-à-dire, si j'ai réglé aujourd'hui, bon, on va dire c'est venu le 15. S'il me dit demain, c'est fini le 15 par exemple, il me dit là demain, on va se voir et tout. Quand je vais, ben ça vient. Et c'était comme ça à chaque fois. À bord dire ça à ma maman, c'est pas normal. Je peux pas régler plus de 4, 5 fois, 6 fois dans le mois. C'est-à-dire, ça termine, ça revient, ça part. C'est pas possible. Ma mère me dit non, peut-être que c'est un problème. Comme ça vient de venir, peut-être que ça va s'arranger après. Il faut patienter encore 2 mois. Je crois qu'elle communiquait aussi avec le monsieur et le monsieur commençait à se plaindre de ce problème qu'à chaque fois peut-être qu'il voulait me toucher. Moi, je savais pas qu'il voulait peut-être me toucher. Pour moi, c'était juste passer la nuit avec lui. Mais j'avais l'impression que les deux communiquaient ensemble. Donc, il se fâchait déjà. Il disait non, à chaque fois que je veux toucher ta fille, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça bloque toujours. Elle a toujours des ragnagnas. Est-ce que c'est normal qu'une femme règle plus de 6, 7 fois dans la semaine, dans le mois? C'est pas normal et tout. Donc, moi, je propose qu'on envoie ta fille au Cameroun. On va aller lui soigner là-bas et tout. Moi, je dis à ma mère, je ne vais pas là-bas. Ma mère me dit, mais si, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas être naïve comme les autres filles. Vraiment, elle m'a lavé le cerveau. Et c'est comme ça qu'un jour, je dors dans ma chambre, dans la villa où on était logés. Je fais un rêve où je le rêve, il est derrière mon dos et il me propose un joli collier. Et avec une belle paire de chaussures, la robe aussi, elle était belle. Et il me demandait de porter le collier et les chaussures et la robe. Donc, j'avais déjà mis les chaussures, j'ai aussi porté la robe. Maintenant, il m'a dit, tourne-toi, moi-même, je vais te mettre le collier. Donc, j'ai donné le coup, j'ai juste un peu tiré les cheveux sur le côté. Et il s'apprêtait déjà à me mettre le collier derrière mon cou. Et c'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon dos. J'ai entendu comment il a crié, non, comment ça? Je ne sais pas. Et je me suis réveillée subitement. Quand je me réveille, toute ma chambre est inondée de cafards. Les cafards étaient partout dans ma chambre. Je ne comprenais pas. Je suis sortie en vitesse. Je suis allée trouver ma maman. Je dis que non, ma chambre est remplie de cafards. Quand elle vient, effectivement, elle voit toute la chambre, les murs étaient remplis de cafards. Moi, je dis non, je ne pouvais pas dormir la nuit. Donc, on était dehors. On a passé la nuit à la terrasse, au bord de la piscine. On était là. Le lendemain, il y a 2 agents qui sont venus. Ils sont rentrés directement dans ma chambre. Ils ont fait descendre des matériels. Après, ils ont installé des miroirs dans toute ma chambre. Je me suis dit, mais pourquoi mettre des miroirs là partout? Non, c'est le patron qui a demandé de mettre les miroirs partout. C'est pour avoir une meilleure visibilité. On ne sait pas ce que... Je dis, avoir quelle meilleure visibilité? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir toute ma chambre remplie de miroirs. Si je me lève sur le miroir, je me vois mon reflet, l'image de mon reflet est partout. Dans tous les miroirs, je ne veux pas. Donc, la même nuit, je n'ai pas dormi dans la chambre. J'ai dormi avec ma maman. À 1h du matin, il a appelé. Il était en Allemagne. Je crois qu'ils avaient c'est une mission, je ne sais pas, un truc diplomatique et tout. Il a dit pourquoi elle ne dort pas dans sa chambre. Ça commence à péter les câbles avec ma maman. Non, il ne faut pas qu'elle dorme avec toi. Elle doit dormir dans sa chambre. Ma mère a dit, pourquoi? Elle peut dormir avec moi, il n'y a pas de souci. Il a raccroché au téléphone et pendant que je dormais avec ma maman, là, je fais maintenant le rêve où je vois ma défunte grand-mère, celle qui m'a élevée, donc la maman de ma mère, qui me demande de sortir de cette maison et de partir. Elle insiste, elle me dit, il faut que tu fuis ici. Mais c'était un rêve, j'avais l'impression que c'est-à-dire dans le rêve, je pleurais et quand je me suis réveillée,
Je touche mes joues, mais effectivement, je suis aussi en train de pleurer parce que je faisais un rêve où elle est en train de me demander de partir de cet endroit. Et quand je me retourne, c'est comme si c'est un trou profond. Je ne vois plus la maison, mais la maison est complètement dans un trou. Je sais pas, vous voyez quand on a creusé un trou et puis on met de l'eau à l'intérieur, ou je sais pas, une dalle. La maison était vraiment dans un trou profond. Et j'ai dit à ma maman, le matin, j'ai dit, maman, prenons nos affaires et quittons cette maison. Elle me dit, elle ne peut pas quitter cette maison. Je dis, pourquoi? Il faut qu'on quitte cette maison. Si tu ne quittes pas cette maison, moi, je m'en vais. Elle me dit, non, tu rigoles. On a tout ici, on a des ménagères, on a tout. Je ne peux pas quitter cette maison. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis levée. Allez, je suis allée chercher. J'ai trouvé un studio dans une zone pas loin de là où on était. J'ai payé, j'ai vidé mon compte. J'ai payé, je crois, 1 an. Et c'est comme ça que je me suis acheté un billet d'avion. J'ai voyagé. Et je suis allée rencontrer mon grand-père que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Je me suis débrouillée à avoir son numéro avec un de mes oncles. Mais je n'avais pas dit pourquoi je voulais son numéro. Donc, même quand j'appelais mon grand-père, je dis non, tu dis rien. Tu ne dis rien sur moi. Tu ne dis même pas à ta fille que moi, je t'ai appelé. Donc, j'ai dit à ma mère que je lui ai envoyé une voiture pour récupérer tes affaires. Voilà les clés de la maison. La maison est à tel endroit. Si tu ne pars pas, moi, je ne veux plus que tu restes là-bas, mais je ne reviendrai pas dans cette maison. Donc, c'est comme ça que j'ai voyagé. Je me suis retrouvée dans une autre ville et j'ai changé de numéro. J'ai cassé ma puce et je n'avais plus de contact avec ma maman, plus de contact avec qui que ce soit. C'est comme ça que ma mère, mon grand-père, je dis ne dis rien, il a appelé ma mère. Il dit à ma mère que mais ta fille est arrivée ici, mais elle dit qu'elle ne veut pas que tu saches où elle se trouve. Qu'est-ce qui se passe? Là, ma mère ne raconte rien, ne dit rien du tout. Elle dit non, elle est tête en l'air, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. En tout cas, elle a voyagé, elle ne m'a pas dit. J'étais inquiète, elle m'a abandonnée dans une maison et tout et tout. Mon grand-père dit, mais elle a dit que la maison où tu vis, c'est elle qui paye la maison, non? Oui, mais moi, je ne vais pas aller dans cette maison-là et tout. Maintenant, mon grand-père demande, mais attends, mais finalement, vous êtes dans quelle maison? Elle ne répond plus. C'est comme ça qu'elle m'appelle un jour en pleurs, 2 semaines après. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fui? Elle commence à pleurer vraiment, c'est-à-dire des paroles pour toucher mon cœur. Il faut que tu reviennes, regarde, le monsieur m'a trouvé le travail, patati, plein de choses. Il faut que tu reviennes. Il a dit que si tu reviens, il t'envoie à l'étranger, tu vas étudier. Et puis, la condition, c'est que quand tu termines, tu ne dois pas le tromper, sinon il te tue. Je dis donc, maman, toi, tu trouves normal qu'un homme te dise qu'il va tuer ta fille? Non, c'est pas ça, c'est l'amour. Elle m'a raconté plein de choses. Et c'est comme ça qu'un jour, il a reçu lui-même appelé. Je sortais des cours. Il m'a appelé. Je vois mon téléphone sonner. Je ne sais pas que c'est lui. C'est un numéro privé qui m'appelle. Je dis allô. Il me dit oui, allô. Je dis c'est qui? Je sens, je reconnais à peu près la voix. Il me dit mais donc tu crois que tu m'as échappé? Avec tout ce que j'ai dépensé sur toi, tu ne peux pas m'échapper comme ça. Mais figure-toi que tu te balades avec un cercueil sur la tête. Yeah. Je dis, pardon? Je fais quoi? Tu te balades avec un cercueil sur la tête. Je peux te décrire là où tu te trouves en ce moment et tout ce qui est autour de toi. Je dis que, j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, tu es vaincu. Il me dit, non, je ne suis pas vaincu. Tu es dans un marché, voilà, il a décrit tout ce qui était autour de moi. Et j'ai commencé à paniquer. Je pleurais en plein marché, je suis tombée assise et j'ai commencé à pleurer. Imaginez-vous une petite fille, j'étais en train de pleurer comme une idiote. Et c'est comme ça que je suis allée à l'église. J'ai une amie, une maman dans le marché qui m'a conduit vers une église. Et je me suis enfermée dans cette église pendant 3 mois. Et malheureusement, Dieu merci pour moi. Dieu a pu me délivrer de toutes ces choses-là. Donc, c'était pour conseiller aussi les parents. Vraiment, ne suivez pas tout ce qui brille. Ce n'est pas bon. C'était un peu ça. Bon, Merci bonne beaucoup, soirée. Fortune, pour l'histoire. Ah. Et ta mère maintenant, vous causez toujours ensemble, vous êtes toujours bien, c'est comment, il n'y a pas de problème. Non, maman, ça va, tranquille. Ben, c'est le passé. Et puis, elle s'est convertie. Elle a aussi donné sa vie à Christ. Donc, ça va. D'accord. Merci pour l'histoire. Ok. De rien. Il y a des gens,
C'est pas parce que je n'ai pas vécu un truc que ça n'est pas vrai. Faut pas... Tout le monde ne vit pas dans... Tout le monde n'est pas allé au pays des merveilles. Il y a d'autres que c'est Claude au pays des pervers. D'autres c'est Jean au pays des sorciers. Donc, chacun vit sa réalité. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. D'accord. On va prendre une autre personne. Voilà. Essaie un peu. Renvoie ta demande alors, s'il te plaît. Je te voyais pas. Voilà. Voilà, je te vois maintenant. C'est bon? C'est bon maintenant. Ok. Je dis que je voulais juste raconter l'histoire de la mort de mon grand frère parce que nous sommes deux. Ma maman nous a fait deux, moi et mon grand frère. Et pour que nous naissions, c'était tout un tas de problèmes pour ma mère. Fallait qu'elle parte dans les églises, tout ça, prier. Tout ça, c'est avec la prière que nous sommes nés. Donc, nous sommes nés à l'église. Et on a grandi comme ça, avec beaucoup de difficultés parce que il y avait trop d'attaques dans la famille. Et moi, je suis quelqu'un, puis je suis la dernière et je suis la seule fille. Et je suis quelqu'un, quand je dors, que je me réveille, je vous dis que j'ai vu telle chose, ça tarde pas, ça vaut pas 2 semaines et la chose arrive. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler très jeune. Et mon travail, là, vraiment, c'est un travail où beaucoup d'argent me passait dans la main. J'avais vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Pour mon âge, l'argent que je gérais était beaucoup, franchement. Donc, ça créait beaucoup de jalousie, ça créait beaucoup de problèmes dans la famille parce que je n'ai que mon père et ma mère et je suis la dernière, donc je m'occupe beaucoup d'eux. Ça veut dire que je peux avoir de l'argent et puis rester dans la faim et puis m'occuper de rien que mes parents doivent être à l'aise. Et c'est comme ça que je vis. Même si j'ai une camarade que j'aime beaucoup, si je n'ai que 10 francs, si elle vient me dire qu'elle a un problème, j'enlève mes 10 francs, je lui donne et puis moi, je bois de l'eau, je dors. C'est comme ça, moi, ma vie est. Donc, une nuit, je me suis couchée et c'était comme si je me suis retrouvée au Togo parce qu'à ce moment-là, je voyageais beaucoup. Je me suis retrouvée au Togo et c'était comme s'ils étaient en train de faire le funérail de quelqu'un et puis je suis partie au funérail, on m'attrape, on dit oui, bon, faut pas pleurer, bon, que c'est pas dans le rêve, c'était comme ça. Et je constate qu'on dit non, on va t'annoncer une nouvelle, il faut te calmer. Et je me réveille en sursaut. Je refuse même de voir le reste du rêve, je me réveille en sursaut. Et je me réveille, je cours de ma chambre, j'arrive au salon. Il est déjà 8 heures et tout le monde est au salon, les gens sont en train de boire le café. Et moi, j'arrive au salon en culotte. J'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, mais tu as vu quoi? J'ai dit, non, j'ai rêvé, on est parti dans le funérail, quelqu'un est mort, tout ça. On dit, ah, toi, ton affaire là, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Bon, ce jour-là, c'était un férié. Je me rappelle un lundi, je ne suis pas allée au travail. Je suis restée à la maison. Ce jour-là, j'étais triste toute la journée. Le mardi, je vais au travail. Je suis triste encore. Le mercredi, je suis au travail, mon père m'appelle. Il me dit, ah, on vient de m'appeler pour me dire que ton grand frère a fait un accident dans un village, que ça ne va pas, je vais le chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Bon, quand il a dit ça, j'ai tiqué. J'ai dit, il a fait un accident comment? Il me dit non, puisque c'était un exploitant, mon grand frère c'était un exploitant forestier. Et j'ai dit, bon, ok, je t'envoie l'argent, va rapidement. Mon père va y faire toute la journée, j'appelle, personne ne décroche. Toute la journée. J'ai dit, mais quelqu'un qui a fait accident. Normalement, quand on va le chercher, on envoie à l'hôpital, on peut quand même m'appeler. J'appelle, personne ne décroche. J'ai dit, bon, ok. Le soir, je rentre à la maison, je vois que la cour est remplie. Ma maison est remplie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé les gens, les voisins, tout ça là. Ils sont dans ma cour. Je vois tout le monde vient m'attraper. J'ai dit, mais il y a quel problème? Le souci, c'est quoi? On dit non, c'est la vie. Faut pas vraiment pleurer. Tu sais que vous êtes deux seulement. C'est toi seul qui est resté, ton grand frère est mort. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas croire à ça.
Je ne veux pas croire ça. Et je prends le téléphone, j'appelle mon père, je demande. Parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup sensible, mais j'ai un cœur de garçon. Pour pouvoir pleurer, c'est difficile pour moi. J'appelle pour que mon père confirme d'abord. Je leur dis, tous ceux qui sont assis là, je leur dis que ce qu'ils racontent, c'est faux. J'appelle mon père, je demande à mon père, est-ce que c'est vrai ce que les gens sont venus me dire? Il dit oui. Bon, c'est la débandade. Après, je tombe dans les pommes. Je ne sais pas ce qui se passe. Après, je me réveille. Quand je me réveille, il y a un monsieur qui était dans la cour. Le monsieur, tout le monde avait peur de lui dans la cour parce que c'est quelqu'un, il faisait l'église christianiste céleste là, il ne cause pas avec quelqu'un, tout ça. Le monsieur, il n'a jamais causé avec moi. Il me dit bonjour, bonsoir, juste dans la cour, il passe. Je vois le monsieur est dans mon salon. Bon, je suis assise. Et il vient, il me dit, ma fille, vraiment, est-ce que je peux te parler 2 secondes au balcon? J'ai dit oui, je peux te parler. Il dit, tu sais, tu as fait un rêve il n'y a pas longtemps et quelqu'un était mort. Le rêve là, c'était toi, on venait chercher. Mais comme tu n'as pas terminé le rêve là, ton âme est tellement forte que c'est ton grand frère, ils ont pris. J'ai tiqué, j'ai dit que comment? C'était, il dit directement comme ça, le monsieur qui n'a jamais causé avec moi, il n'y a pas eu de causerie, c'est juste bonsoir tonton, bonjour tonton, et puis je monte. Et c'est comme ça, il me dit, ne va pas aux funérailles, ne va pas à l'enterrement, parce que si tu vas, dès que tu te retournes, tu tombes malade, on t'enterre aussi. Parce que normalement, les 2 enfants que ta mère a fait ne doivent pas grandir à ce niveau-là jusqu'à travailler. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Il dit, non, vous ne deviez pas grandir parce que dans la famille de votre mère et dans la famille de votre père, il était dit que ta mère ne devait jamais faire des enfants. Et c'est comme ça ils ont scellé le ventre de ta mère. Et c'est les prières qui ont fait que vous êtes nés. Donc quand vous êtes nés, l'esprit avec quoi ils ont scellé le ventre de ta mère dans le village réclame tous les enfants qui sont sortis du ventre de ta mère. Et il ne veut pas que vous normalement, vous ne deviez pas vivre même. Vous ne deviez pas vivre. Voilà comment je demande comment mon grand frère est mort. Voilà le côté mystique où vous allez entendre comment mon grand frère est mort. Ils ont fini de l'enterrer. Maintenant, je veux savoir comment il est mort. Un exploitant forestier qui est parti en brousse, lui, il n'a pas la machine pour couper les bois. C'est ses travailleurs qui coupent les bois. Le monsieur est sur la route. Ils sont en train de couper le bois en brousse. Le bois qu'ils sont en train de couper là, mon frère, c'est le bois là qui est venu tuer mon grand frère sur la route. Est-ce que vous pouvez croire ça? Il est sur la route. C'est pas lui qui a la machine. Et le bois, ils sont en train de couper là. On dit que c'est un petit bois, c'est même pas un gros bois. Pour dire que le bois est tombé et puis c'est arrivé vers lui là-bas, il y a une branche qui l'a touché. Non, c'est le bois complet qui s'est déplacé pour tomber sur lui, sur la route. J'ai les photos jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais finir, je vais t'envoyer. Quelque chose d'extraordinaire. Et quand normalement le bois tombe sur quelqu'un, la personne là, il se casse, non? Mais intact, aucun os n'est cassé. Aucune fracture sur lui. Ils l'ont enterré intact. Il n'avait aucune fracture sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche les explications, on ne retrouve pas. Et c'est le seul monsieur là qui m'a dit... Le monsieur a dit quoi? Pardon, bien fini ça. Comment ça se coupe comme ça là? Le monsieur, après que toutes ces histoires-là soient passées, le monsieur est venu me rencontrer dans le bureau et il m'a dit que je ne devais pas partir dans mon village comme ça, sans qu'on ne me préparait, sans que je ne fasse des prières, sans que je m'attache réellement à quelque chose. Que si je veux faire médicament, de faire bien médicament. Si je veux partir à l'église, de partir bien à l'église. Mais de ne pas rester simple comme ça, parce qu'ils en ont fini avec mon grand frère et ils vont finir avec moi. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur m'a dit,
tu as des problèmes pour enfanter et tu auras beaucoup de problèmes pour enfanter. Pour enfanter, ça sera difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec ça. Je fais que des fausses couches. Et des fausses couches qui vont Ouais. jusqu'à 9 mois, 7 mois, s'il te plaît. Ça veut dire que tu es enceinte, tu sens ton bébé jusqu'à 9 mois. Tu sens ton bébé jusqu'à 7 mois, puis tu fais la fausse couche. Sur rien. Ça veut dire que tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis ton ventre te fait mal. On dit non, fausse couche. C'est tout. C'est comme ça que je perds tous mes enfants jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, Ça, moi, ma vie. J'ai tellement beaucoup d'histoires à raconter sur ma vie. Je n'ai pas dit la vie de quelqu'un, j'ai dit pour moi, mais c'est que je vis. Si tu veux un e-boss, je vais t'envoyer les photos. Si je te montre comment j'ai été opéré par rapport à un fibrome qui m'a enlevé de 8 kilos, tu ne vas pas croire. mais, Oui, tu ne vas pas croire. Et j'ai fait 10 heures dans un bloc opératoire pour ça. Tu ne vas pas croire. mais maintenant, est-ce que tu as essayé de voir, te rapprocher de quoi, un pasteur, un praticien, Oui, comme ça pour l'entendre? oui, c'est ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, je suis encore vivante. C'est ce que j'ai fait et je suis vivante. Sinon, je ne serais pas vivante après les 10 heures d'opération. J'ai fait ça jusqu'à... Il y a des gens qui se sont dévoilés chez moi. Non, si je commence à raconter... J'ai dit au début que si je commence à raconter mon histoire, c'est tellement long et mystique que vous n'allez pas comprendre. Les gens se sont dévoilés chez moi à la maison. Des gens que j'ai nourris depuis le bas âge jusqu'à arriver en classe de terminale. Qui se sont dévoilés. DMJ, est-ce que tu as vu un Bon, sorcier qui quitte on le va dehors faire, venir ça? on va faire quelque chose. Bon, dis-moi Oui. d'abord, tu penses que tu peux raconter ton histoire en combien de minutes? Bon, si je raccourcis, j'enlève les détails. On peut faire un 10, 12 minutes. Si je raccourcis, je coupe certaines parties. C'est que si vous n'allez pas tout comprendre, mais je D'accord. vais couper pour que vous puissiez comprendre. Ok, ceux Bon. qui veulent qu'elle raconte, signalez en commentaire. On est 500 dans le live. Ceux qui veulent qu'elle raconte, signalez en commentaire. Enfin, aujourd'hui, tu m'as prise. Je suis désolé si ça a duré avant que je te prenne. Il y avait d'autres C'est personnes pas qui étaient là. grave. Pas grave. Moi, mon histoire que j'ai racontée, je vivais avec ma voisine de chambre à l'université. Je peux la nommer Stéphanie, pour éviter un peu de reconnaissance. Elle avait eu, je vais dire comment. Bon, on était là, tout se passait bien et il y a une de ses grandes sœurs qui a eu un appel d'un ami. Et donc, il y a notre pasteur qui m'a appelé. Il dit, il y a un monsieur qui est handicapé, qu'il va mourir. Après lui, sa femme va mourir. Donc, elle, c'est vrai que son papa est handicapé, mais sa maman était déjà décédée il y a de cela 15 ans. Donc, puisque les correspondances ne concordaient pas, donc elle a sûrement dit, que c'était pas à mon niveau, que c'était pas mon niveau. Donc, le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça a coïncidé, je peux dire, 1 mois plus tard, le monsieur, il est décédé. Son papa est décédé. Donc, c'est là, elle a rappelé le gars pour dire que l'histoire que tu m'as racontée par rapport à ton pasteur, que voilà, moi, mon papa, il est handicapé et il est, on dit quoi, estropié. Il a eu un problème je pense que tension ou une maladie, ça fait qu'ils ont coupé le pied. Donc, il marche avec le béquet. Elle dit que je n'ai pas pensé ça, puisque moi, maman, elle est morte il y a de cela 15 ans auparavant. Donc, je ne pouvais pas penser que c'était à moi qu'il fallait. Bon, si je dis le diabète, en fait, je connais pas la maladie. Donc, j'ai préféré couper court le diabète. Mais il avait eu un problème qu'ils ont coupé le pied. Donc, c'est ainsi que le pasteur a dit,
vous ne comprenez pas réellement ce qu'on vous dit. Que souvent, sachez lire entre les lignes. C'est vrai, j'ai eu à dire que le monsieur, il est handicapé, qui va mourir, et plus tard, sa maman va mourir, et sa femme va mourir. Mais si sa femme est déjà morte, c'est que s'il a des enfants, parmi ses enfants, il y a forcément une qui va suivre. Donc, comme le monsieur, il était déjà décédé, voici ses enfants. Le monsieur, il a 3 filles, plus 2 garçons. Donc, voici maintenant le cas qui va être, parmi ces 3 filles, qui va mourir. Elles toutes, elles se sont réfugiées au camp de prière, dans le camp du monsieur. Elles ont prié, fait les jeûnes de 4 à 5 jours, et tout s'est bien déroulé. La veillée du monsieur, ils sont venus, la veillée du papa, ils sont venus, ils ont fait. La veillée s'est bien passée. Aux environs de minuit, le jour de la veillée, le jeune qui s'est levé, qui est venu transmettre le message pour dire que mon pasteur a fait une révélation disant, ton papa va mourir et le jour de l'enterrement, sa femme va le suivre. C'est le jeune à minuit, il est mort. Et DMZ, à minuit, le jeune est mort. Ma camarade est inconsolable. On ne peut pas l'attraper. Elle pleure. Je dis, mais il y a quoi? Puisqu'elle a reçu un coup de fil, et puis elle s'est assise. Je peux dire, elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée en train de pleurer, Nous, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour pas parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle me dit, tu te souviens du jeune que je t'avais dit, qui est venu annoncer la nouvelle par rapport à la révélation? Je lui. Elle dit, ce jeune-là, il est décédé. Je dis, comment ça, il est décédé? Et là, on va appeler le pasteur pour demander, mais pourquoi c'est le jeune qui est décédé? Oh, j'ai un appel. Pourquoi c'est le jeune qui est décédé? C'est là le pasteur va dire, en principe, le jeune devait... En principe, le jeune devait venir. Mais ils n'ont pas eu... Le jeune devait venir au niveau du jour pour faire les prières aussi. Mais ils n'ont pas eu l'idée... genre d'appeler le jeune pour qu'il participe aussi à la prière. Ils l'ont juste égaré. Il a fini de faire sa mission de dire à la fille que voici ça. Non, c'est le jeune qui est parti. Quand l'histoire s'est produite, c'est une personne qui devait suivre le monsieur. C'est-à-dire qu'on devait enterrer avec le monsieur. Mais le cercueil, il est ouvert. La fille qui devait entrer dedans pour suivre le monsieur, ils ont prié et puis le sort a été annulé. Mais le cercueil, il est toujours ouvert. Pour pouvoir remplacer la personne là. Et là, ils ont pris le jeune pour mettre à l'intérieur. DMZ. L'histoire, ils sont en train de raconter. À moi, mais je vous parle actuellement là, je tremble. Je vous parle actuellement, je tremble. Ça s'est passé il y a de cela, je peux dire 4 à 5 ans. Mais c'est comme si on revit la chose de jour au jour. C'était tellement terrifiant. C'est pour vous dire, vous, quand on vous donne les révélations pour venir soit donner des commissions aux gens, s'ils veulent aller faire des prières, vous suivez. Et les personnes. Et encore mieux. Bon, c'était ça ma part. Bon, je suis vraiment désolée, il a mélangé un peu l'histoire. Mais franchement, actuellement, même je ne vais pas laisser encore terrifier. Désolée. Ok, merci beaucoup, Douce Amour. Dans les commentaires. Ok. Merci. PMG. J'espère que tu vas bien, frère. Vous allez bien? Ouais, Oui, super, tout bien. super. Et vous aussi. Mhm. Je suis votre émission, j'aime bien. Merci. Et aujourd'hui, j'ai ma part de l'histoire à raconter aussi. Oui, quand j'étais petit, je partais en vacances chez mes grands-parents. Et d'un coup, je partais amener la nourriture au champ pour mon grand-papa à chaque soir, parce que mes autres cousins, ils voulaient pas. À chaque fois, c'est moi qui amenais la nourriture. Vers 14 heures comme ça, là, je marche.
mais c'est en forêt, hein. Les forêts, vraiment, vraiment, beaucoup d'arbres. Je marche. Arrivé à un cours d'eau, je vois une dame tout blanche, vêtue de tout blanche avec 2 enfants qui jouaient. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est la balle. La balle, il brillait. C'est pas loin du cours d'eau. Le petit, en venant, j'ai vu que la balle est rentrée dans l'eau. Moi, je savais pas. J'ai dit, ouais, c'est des blancs. Moi, je connais pas. Et j'ai posé les assiettes, vu que c'était un peu petit que moi. J'avais, 13 ans. Bon, j'ai posé le plat, je suis rentré dans l'eau, j'ai sorti la balle et j'ai eu une coup de pied pour les redonner la balle. La dame, il m'a fait une geste de tête pour me remercier. Moi, je suis parti. Et arrivé là où il y avait le champ de mon grand-papa, on mangeait ensemble. Après, quand il a pris sa pipe, a commencé à fumer, je l'ai expliqué. Je lui ai dit, j'ai vu des blancs là-bas. On dirait qu'ils commencent à acheter quelque chose là-bas, là, c'est pas loin de ton terrain, là. Il m'a dit des blancs ici. Ici, c'est le terrain. Après, il a dit son nom de famille, je vois. Ici, c'est notre terrain. Il n'y a pas blanc, j'ai pas vendu. Et il m'a dit, lève-toi, on y va. Je me suis levé. Il est arrivé au moment, j'ai dit, je les ai vus ici. Il m'a dit, non, ici, il n'y a rien. On est arrivé. Les vacances sont finies, je suis rentré en ville. J'étais professionnel de footballeur, mais déjà petit. Je devais faire mon dernier test pour partir à Nantes. Et quand je commençais à venir là-bas, premier entraînement, j'ai perdu mes godasses, mes crampons. J'étais petit. J'ai dit à mon papa, oui, j'ai perdu le crampon, il faut que tu m'amènes encore des crampons. Il m'amène un crampon. Je commence à jouer avec ça. La test est bon. On est parti à Nantes. Dans le centre de formation à Nantes. À ce moment, j'avais presque 14 ans déjà. Mais ce que j'ai remarqué, à chaque fois que je rentre sur le terrain, le gazon, mon pied enfle. Je rentre, je sors, j'ai rien. Mais si je pose mon pied sur le gazon, ça enfle. C'est vraiment enflé que je peux même pas bouger mes orteils. Et comme ça, pendant 2 semaines, les hôpitaux de là-bas, ils m'ont amené, tu sais, ils ont beaucoup de trucs de protection, ils m'ont amené des hôpitaux, machin, ils ont rien vu. Et mon oncle, il a vu qu'il venait me voir ça, parce que lui, il habitait à Nantes, c'était aussi un ancien footballeur. Il m'a dit, viens, on y va au pays. Quand on était parti au pays, et mon grand-papa m'a appelé. Il m'a dit, écoute, vous avez touché la balle de la dame. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, viens, on retourne là, exactement là où tu avais touché. Je suis parti là-bas, il a fait des prières. Il m'a dit, viens, on retourne dans votre académie. Il a prévenu, il a dit, appelle tes coachs. On a appelé les coachs, il a dit, je ne sais pas qui a pris parce que les génies, ils l'ont parlé, parce que lui aussi, il avait la tête. Comme on dit, il a une autre zire, les 3e zire là. Il a parlé aux académies, il a dit que mon petit-fils, il a perdu ici une paire de chaussures. Les paires de chaussures là, je veux que celui qui a fait ce qu'il a fait jusqu'à qu'il ne peut plus taper dans le ballon là, sache que lui-même aussi, il ne va jamais plus taper dans le ballon. Sinon, ça sort. Quand on retourne là-bas comme ça, à l'académie, je ne vais pas parler de l'académie où c'était l'académie là où est sorti des grands footballeurs en Sénégal. Et c'est là que, moi je suis du sud du Sénégal, c'est là que j'ai vu qu'il y a le papa qui est venu avec un chaussure. Les chaussures est devenu tout petit, mais viens, j'ai dit, mais grand-papa, ça c'est mes chaussures, moi j'ai pas besoin de ça. Il m'a dit, c'est vrai, t'as pas besoin de ça, mais tu vas te laver. Il a mis de le chaussure dans l'eau, je me suis lavé avec. Je suis retourné à Nantes. 2 semaines après, je suis parti à Nantes. Mais jusqu'à maintenant, je sens plus rien. Je peux jouer la balle comme je peux. Juste pour vous dire et prévenir les gens. Ne pas avoir la confiance à personne. Ne pas avoir confiance à personne. Moi, je posais mes chaussettes, mes godasses, mes crampons. Des fois même, je prêtais. Et que ça, c'est dangereux.
Je savais pas, j'étais jeune, j'étais naïf. Moi, pour moi, si j'ai deux, je peux prêter une autre. Voilà, c'est comme ça que j'ai reçu une très grande leçon. Mais maintenant, là où je suis là, quand je joue, je finis, je prends, je range. Au même temps, même si c'est quelque chose d'utilisé petit, je range ça. Je laisse rien traîner. Prenez soin de vous et j'ai bien aimé aussi de participer dans votre histoire. Merci beaucoup, DMG. Merci à vous Merci aussi. beaucoup à toi, frère. internautes. Merci vraiment, merci à toi. Comment tu vas? Ça va, je me porte bien, merci. Je voulais raconter ma petite histoire. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Oui. Il y a de cela quelque temps, j'ai perdu mon grand frère par accident. Donc, un an plus tard, on célébrait les fiançailles de ma petite sœur. C'est comme ça comment une dame appelle. Elle dit non, bonsoir. Elle appelle la petite sœur de ma mère. Elle dit bonsoir. Ma maman répond. Elle dit non, c'est bien le numéro d'un tel. Ma maman dit oui, c'est bien moi. Donc, la dame dit non, il y a votre fils qui m'a remis votre numéro. Il m'a dit non, en cas si je tente de le joindre, ça ne passe pas. Donc, je vais appeler je vais appeler ma maman, pardon. Allô? Oui, oui, on te suit. Allô? Allô? Oui, je disais, la dame appelait la petite soeur de ma mère. Elle disait non, il y a votre fils qui a appelé, qui m'a remis votre numéro. Il a dit non, en cas si le numéro ne passe pas, vous m'appelez. Ça, ouais, la maman, elle demande que non, quel fils? La dame dit le nom de mon frère. C'est comme ça que ma maman nous fait appel. Elle nous appelle, elle met le haut-parleur et tout. La dame répète la même chose. Que non, c'est votre fils qui m'a remis votre numéro. Il a dit en cas, si je vous appelle, si je l'appelle, si ça ne passe pas, j'appelle ce numéro. Donc, c'est comme ça comment ma grande sœur a démarré la voiture. Elles sont parties à la rencontre de la dame, puisqu'elle a dit à la dame que non, on va venir à votre rencontre et tout. Donc, ils ont démarré, arrivé chez la dame. C'est comme ça comment ma grande sœur sort la photo de mon grand frère. Elle demande à la dame que non, c'est bien lui là qui vous a remis mon numéro. La dame dit oui, c'est celui-ci, c'est lui qui m'a remis le numéro et tout. Donc maman était paniquée et tout. Donc elle disait non, ça ne peut pas être mon fils parce que mon fils il est décédé, il y a de cela 1 an, il est décédé et tout. Donc, c'est comme ça comment la dame dit non. Si vous ne me croyez pas, je vais faire appel à ma collègue parce que le petit là, lui, il nous transporte chaque matin, tous les jours. Il nous transporte chaque matin à 5 heures, voilà. Comme ce sont des commerçantes, elles sont béninoises et tout. Donc, c'est lui qui leur transporte chaque matin. À chaque 5 heures, il vient leur prendre pour leur amener à leur lieu de travail et tout. Et quand il est 18h, il vient leur récupérer pour leur ramener. C'est juste que ce jour-là, il avait un souci avec son téléphone, donc il a remis le numéro. Donc ça, c'est ce que la dame a raconté à ma maman. C'est comme ça, la copine, la collègue de la dame dit, mais effectivement, c'est lui, la maman était en train de pleurer. Ils ont vu que la vieille était en train de pleurer et tout. Elle pleurait. Maintenant, elle demande que non, mais qu'est-ce qui se passe? Là où ma maman dit non, c'est mon fils, il est décédé il y a de cela 1 an. Il est décédé. Si vous ne nous croyez pas, on repart au village, comme ça, vous allez voir ça tombe et tout. Donc, la photo là que vous voyez là, c'est une photo qu'on avait agrandie le jour de son décès et tout. C'est la photo qu'on avait agrandie. Donc, la femme, elle niait, elle dit non. Elle dit non, ça je ne crois pas à ça. Parce que le petit en question, il a une femme, il a même fait un enfant et tout. Si ça vous dit, je vous amène chez lui parce que c'est un petit, il est très gentil et tout. Souvent il nous offre à boire et tout. Parfois, il fait à manger à la maison. Il nous appelle, on mange avec sa femme, il a un nouveau-né et tout.
Donc, ma maman, elle n'a pas eu ce courage-là avec ma grande sœur. Pardon. Elle n'a pas eu le courage d'aller voir l'enfant et tout. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas. La femme, on ne sait même pas si qu'est-ce qu'elle est devenue, si elle a eu des séquelles ou pas, parce que elle n'en revenait pas. Parce que mon frère lui disait non, c'est comment on appelle. Il disait que non, il avait un problème de voiture. La voiture, quand on l'a demandé d'aller travailler sur la route du Congo et tout, la route n'est pas bonne, donc la voiture a un souci et tout. Maman a dit non, mon fils est décédé. Donc elle était prise de peur et tout. Après, elle est rentrée chez elle. Donc on n'avait pas eu le courage là d'aller voir l'enfant en question et la copine en question. Mais après ça, quand elle était repartie chez elle, elle avait fait un tour avec sa famille, aller voir mon frère en question. Quand elle était arrivée, il n'était plus là. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Diane, Allô? bonsoir. Bonsoir. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Je fais grâce. Ok. Alors, je voulais raconter mon expérience, voilà. Parce que j'ai vu votre émission et voilà, ça m'intéresse. Si à travers mon histoire, ça pourra sauver des vies ou bien aider des gens. Donc, Merci. aujourd'hui, j'ai 25 ans et à l'âge de 20 ans, étant donné que j'étais dans une famille, je peux dire chrétienne, chrétienne catholique, voilà. Mais malgré le fait qu'on était catholique quand même, on avait des bases genre toujours prier le matin, prier à midi, prier au soir et prier même quand on mange, au fait. Et nos parents nous avaient toujours inculqué nous avaient mis au fait en tête genre c'est l'école, c'est l'église, après l'école, c'est l'église, mais non. Et moi, étant donné que j'ai vite étudié, j'ai vite appris, parce qu'à 18 ans, j'avais eu le baccalauréat. Quand j'ai eu mon baccalauréat, c'est comme ça que puisque mes parents s'étaient séparés, donc ma mère vivait maintenant dans un autre pays. Et mon père, il avait pris une autre femme. Et avec cette femme-là, c'était pas trop ça. Donc, je me suis retrouvée maintenant à habiter avec mes tantes. C'est comme ça que maman, après le bac, elle me dit, bon, tu as eu ton bac, au lieu de te faire maltraiter parce qu'il y avait trop de maltraitance parfois avec mes tantes, trop de différences, il est préférable que tu viennes avec moi. Donc, je quitte mon pays d'origine et je vais retrouver maman. Mais je partais souvent passer des vacances, quoi. Et pendant que je passais mes vacances, genre, quand j'étais en classe de première, j'ai rencontré un monsieur. C'était tranquille. Même quand je suis retournée dans mon pays d'origine, le monsieur, genre, il m'envoyait de l'argent de poche. Et on avait gardé la relation. Voilà. Donc, quand j'ai mon baccalauréat, je retourne là où maman était. C'est comme ça que le monsieur décide de m'épouser. Au fait, les choses sont tellement allées vite. Il dit non, voilà, tu as eu le bac, c'est vrai, mais je vais t'épouser. Nous, avec le christianisme, si je peux dire ça, on nous a appris, tu vas pas faire aller dans ma norme. Donc, s'il y a un monsieur qui vient ou bien un mari qui vient, il se pointe, ce que tu dois faire, c'est d'accepter peut-être au mariage, en fait. Mais sauf qu'en ce moment, je vais dire quoi, je n'avais pas vraiment le discernement que j'ai aujourd'hui, parce que si j'avais ce discernement, peut-être je serais pas tombée dans ce foyer. Je ne devais pas tomber dans ce foyer, si je peux dire ça ainsi. Mais moi, c'était genre l'éducation qu'on m'a donnée. On a fini d'études, on continue. Maintenant, s'il y a un mari, lui, d'aller dans ma norme, il faut te marier, il faut te caser. Donc, c'est comme ça que j'accepte la demande de cet homme. Maman aussi est validée. Je suis tombée bac dans le foyer, puisqu'il a promis que voilà, dans le foyer, je devais continuer mes études et autres, ça ne devait pas empêcher quelque chose. Il accepte, maman accepte la demande. C'est comme ça que, en moins de, je vais dire quoi, on a fait des fiançailles peut-être 6 mois, et 6 mois, 6 mois. Et il dit une fois, il a programmé au fait une date comme ça. Et au fait, je n'ai pas compris parce que les choses sont tellement allées vite. Il a programmé une date. Même ses parents étaient surpris que, oh, mais c'est comment le mariage. Et c'est genre, ses parents, personne n'a contribué. Il a dit non. Lui-même, il s'est préparé. Que ce soit dans ma famille, il a me donné une somme à maman pour, genre, préparer ce mariage de notre côté. Il a vraiment tout prévu de telle sorte que les cotisations, genre, quand ils sont dans les familles africaines, là-haut, il n'y avait pas ça. C'était un bon mariage, un grand mariage. Vraiment, la petite, elle a eu de la chance à 20 ans. Voilà. Elle va déjà au foyer et autres. Vraiment, oh là là, la grâce et autres.
C'était un peu ça. Mais le jour du mariage, bizarrement, comme chez nous, il y a toujours des mets, les mets qu'on fait souvent pour la belle famille et autres, le pistache ou bien on appelle ça quoi, le concombre, bien le mets d'arachide. Moi, je n'ai pas dormi avec maman parce que j'étais à l'hôtel, au fait. Le lendemain, les parents, je ne sais pas quel problème ils ont eu, ils se sont mis à chamailler. Le jour du mariage, ils se sont mis à chamailler. Parce que moi, moi, j'étais à l'hôtel et moi, je devais juste quitter l'hôtel et aller à la mairie. Ils sont chamaillés, discutés au point où c'était vraiment fort. Puisque je suis juste, nous sommes deux, mon aîné et moi. Et même mon aîné, il était aussi dans le camp de mes oncles et tantes, vraiment, qui se chamaillaient, qui se discutaient autres. Au point où ils ne sont pas venus à la mairie. Maman et certaines de ses sœurs ils sont venus. C'est comme ça que, après le mariage, personne ne me raconte réellement la scène qui s'est passée, au fait, dans la maison familiale, au fait, là, on prépare le mariage. C'est comme ça que le lendemain, quand il faut maintenant donner le mets à la belle famille, maman me dit non, ton mets s'est brûlé, autre. C'est là que j'ai compris que le mets, au fait, chez les Africains, ça a un sens, un côté spirituel. Ça a vraiment un côté très, très spirituel. Comment est-ce que mon mets va se brûler, autre? Bon, moi, j'ai quand même banalisé ça parce que moi, c'était, oh Dieu, 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 Dieu. J'ai dit, ah, peut-être c'est arrivé, autre. J'ai banalisé, au fait. Quand je banalise, voilà, maintenant, je suis au foyer. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui sont passées. Si je me raconté, on va passer peut-être toute la nuit. J'ai banalisé et voilà, je suis entrée dans le mariage. Quand j'entre dans le mariage, le monsieur, tout allait bien. Bon, au fait, tout allait bien, au fait. Puisque quand on dit souvent, quand tu as des yeux voilés, tu peux pas voir des choses. Pour toi, même si c'est pas bon, tu penseras toujours que c'est bon et autres. Tout allait bien, au fait, avec ma belle famille, tout allait bien et autres. Et jusqu'à ce que je prenne ma première grossesse. Quand je prends ma première grossesse, et du 1er jusqu'au 9e mois, j'ai suivi des visites. Tout se passait bien, mon enfant allait bien, tout était bien, au fait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'anomalie. Quand je vais maintenant pour accoucher, j'accouche bien aussi. Non, j'ai pas accouché bien parce que j'ai fait peut-être 2 jours de contraction. J'ai eu des contractions, genre aujourd'hui, le lendemain. C'est le lendemain, peut-être vers, je sais pas, c'était 24 heures, hein, oui, que je vais accoucher. Donc, j'ai eu presque 2 jours de contraction. J'ai souffert. Je monte sur la table, j'accouche bien. Quand j'accouche, quand l'enfant naît, l'enfant ne prend pas le sein. Elle passe toute la nuit à pleurer puisqu'elle est née à 24 heures. Toute la nuit, l'enfant pleure jusqu'au matin, 8 heures. Quand les sages et les infirmières passent parce qu'il y a une visite souvent le matin, la nuit. Je dis à la dame que mais toute la nuit l'enfant pleure, tout ce que je donne comme sein, elle ne t'aide pas, elle a pleuré, moi je n'ai pas dormi. Elle dit comment ça? Oh, amenons l'enfant à néonat. Oh, mon enfant, quoi? Pourquoi on l'amène à néonat? Non, amenons d'abord l'enfant à néonat. On amène l'enfant à néonat, arrivé là-bas, on dit on met l'enfant sous couvreuse. Non, sous assistante respiratoire. Je dis mais l'enfant quoi? Oh, ta fille ne respire pas bien. Oh, je dis oh Seigneur, ça c'est quelle histoire encore? Et la nuit là-bas, c'était genre la journée, c'est pas 15 000, hein? 15 000 la journée. Donc. Et on ne savait pas combien de jours cet enfant devait faire sous assistante. L'enfant est là, même pas 40 minutes. Même pas 40 minutes. Mon enfant, elle est morte. Elle meurt comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé pour une grossesse qui s'est bien passée, un accouchement qui s'est bien passé. Ma fille est partie. Quand mon enfant meurt, c'est comme ça que mes parents, oh non, et des gens au fait, la famille africaine, non, quand tu perds l'enfant, ton premier enfant, tu ne dois pas traîner, il faut chercher à prendre une autre grossesse. J'ai dit, ok, d'accord. Le manque de discernement, le discernement est important. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que tout ce qui nous arrive il y a quelque chose au fait derrière tout ce qui nous arrive. Il y a un message que Dieu veut forcément nous transmettre. Mais je n'ai pas eu cette capacité-là en ce moment de savoir au fait qu'est-ce que Dieu voulait me transmettre, qu'est-ce que Dieu voulait me dire. C'est comme ça que j'ai pris ma 2e grossesse. Quand je prends la 2e grossesse, le même scénario et tout se passe bien. La dernière visite maintenant, quand je vais pour faire ma dernière visite, ma sage-femme, la femme qui me fait l'échographie, c'était la dernière échographie. Donc j'étais presque à terme, il fallait faire la dernière échographie avant d'aller accoucher. La femme qui fait l'échographie, elle constate que l'enfant est microcéphalé. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire. C'est comme ça que... Ça veut dire quoi? Bon, il y a un problème, ça veut dire que le corps de l'enfant le cerveau de l'enfant est moins développé que son corps. Donc, pour un enfant qui est à terme, qui a 9 mois de grossesse, le corps et le cerveau de l'enfant devraient être identiques, mais le cerveau n'était pas bien développé contrairement aux autres membres de son corps. Donc, c'est un truc de cerveau en tout cas.
Et si le cerveau ne fonctionne pas, c'est là, on voit souvent des enfants, par exemple, des enfants comme des macrocéphalies, ils ont des grosses têtes de gens bizarres, ou bien des microcéphalies, tu verras des enfants avec des petites têtes, gens vraiment bizarres, et ça cause un retard de croissance dans l'évolution de l'enfant, même quand l'enfant naît. Donc, c'est ça. Elle me dit, ton enfant est microcéphalique. Je crie, je dis, non, docteur, vous pouvez pas me dire ça. Elle me demande, mais qui t'a suivi, qui t'a fait des échographies tout le long de ta grossesse? Je dis, mais madame, c'est vous qui m'avez suivi pendant ma grossesse. Elle dit non, c'est faux. Je lui montre mon carnet, tous les rendez-vous de l'échographie, les résultats qu'elle a donnés. Elle dit mais comment ça peut arriver? Comment est-ce que ça arrive? Elle-même, elle n'a rien compris. Elle dit mais pourtant, du 3e mois jusqu'à maintenant, tout allait bien. C'est quoi ce problème? Elle dit non, ça dort. Elle me dit comme ça, il faut que j'appelle une autre collègue qui est plus spécialisée dans les échographies. On va un peu essayer de voir, peut-être c'est mon truc qui dérange, ma machine qui dérange. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle m'amène dans une autre clinique avec sa collègue qui est plus spécialisée dans ça. Là-bas même, c'était le Terminator, en fait. La dame, elle avait quatre télés dans la chambre, donc c'est de telle sorte que quand elle te consulte, tu verras l'échographie si tu es avec un parent. Moi, j'appelle mon mari, que voilà, on vient. J'appelle aussi, il appelle sa sœur. Voilà, maintenant, tous sont venus sont en salle. Parce que là où je suis, j'étais loin de maman et des autres parents, en fait. Tous nous sommes en salle. Et celle-là, quand elle branche son appareil, elle ne voit même plus l'enfant, en fait. Elle voit carrément une boule. Elle me dit, mais attends, tu as une boule dans ton ventre. C'est pas un enfant que tu as dans le ventre, là. Tu as une boule. Parce qu'on ne voit pas les membres de l'enfant, on ne voit rien. Il y a rien, en fait. En tout cas, on doit chercher à évacuer cette espèce qui est dans ton ventre. Je craque, je pleure. Ma sage-femme me dit non, reste forte, parce que là, c'est plus bon. Et c'était cette même sage qui m'a suivi la première course. Elle me dit non, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ce problème? Elle me dit reste dans la prière. Donc, on m'a provoqué l'accouchement. Quand on me provoque l'accouchement, une nuit encore de douleur, je viens accoucher le lendemain à 8h. Quand j'accouche bizarrement, c'est pas l'espèce, au fait, qu'on voyait. Elle voit effectivement, c'est maintenant l'enfant qui sort. L'enfant naît avec ses 5 doigts, ses 5 pieds, mais l'enfant est microcéphalé. Voilà. Donc, c'est un problème sous la main. Il naît avec comment? 5 pieds comment? Tu dis 5 doigts? Pardon? Il avait les 5 doigts? Non, l'enfant avait tout normal au fait. Non, l'enfant avait été tout physiquement, l'enfant était normal, mais juste qu'elle est microcéphalée. Donc, voilà un autre problème. En kit de scanner, échographie, IRM, tout, au fait, il fallait faire tout sur cet enfant. Et malgré ça, malgré que les hôpitaux donnaient des traitements, des trucs, moi, je me suis dit, bon, certes, l'hôpital donne un traitement, il faut aussi aller voir un prêtre exorciste pour essayer de prier. Mais le monsieur, il va me prendre, genre, à la maison, il me dépose à l'église. J'ai dit, mais allons à l'église, pourquoi est-ce que c'est notre enfant? Donc, si aujourd'hui il y a un problème, toi et moi, on assume ce problème, tu n'as pas le droit de me laisser passer seul, au fait. Il ne venait jamais à l'église, même les séances de prière qu'on donnait, il n'était jamais là, il ne faisait jamais, il ne respectait rien. Voilà, l'enfant, à 3 mois, 4 mois, mon enfant ne peut pas s'asseoir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire? On me dit, va en rééducation. Je vais en rééducation avec l'enfant. Elle arrivait quand même à s'asseoir. 5 mois, 6 mois, l'enfant ne rentre pas comme les enfants normaux. Elle ne peut pas parler les premiers mots. En fait, je suis restée forte. J'ai dit, oui, Seigneur, si ce que ta volonté soit faite. Je suis restée vraiment accrochée dans la prière. 9 mois. La même chose, il n'y a pas d'évolution. Elle s'assoit quand même, elle baffe, mais elle ne peut pas parler, elle ne peut pas ramper. Vraiment, elle est comme ça, en fait. Je dis, ah Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Mais je ne veux pas rester, je ne veux pas me décourager. C'est comme ça, un jour, je suis en train de dormir. Elle avait quel âge? 10 mois, oui. Elle avait 10 ou 11 mois. Je dors. C'est comme ça que mon père, il vient me dire en rêve que Diane, il est assis dans mon salon, dans ma maison. Il me dit, l'homme avec qui tu es, c'est pas, et tu penses que il te dit tout. Au fait, tu penses que il t'aime. Tu penses que au fait que c'est ton homme, mais c'est pas ton homme. Au fait, il a dit un truc genre, tu ne connais pas réellement avec la personne avec qui tu vis, au fait. Moi, je me réveille, j'avais personne, au fait, à côté de moi pour m'interpréter le rêve. Je dis, mais pourquoi papa vient me dire un truc comme ça? Qu'est-ce qui se passe et à quoi? Après, j'ai dit, bon, je banalise, je regarde autour de moi, j'ai dit, mais je vois pas je ne vois pas mon mari comme un logiste parce que avec les miroirs et autres, comme on dit, des signes, il y a toujours des petits signes, au fait. Mais je ne voyais pas ces signes-là. Je me dis, bon, peut-être c'est un rêve comme d'autres rêves, au fait. Je dors encore. Une semaine après, c'est le petit frère de papa qui vient encore en rêve dans le salon où
j'ai vu ce mot, en fait. Il me dit les mêmes mots que papa m'a dit. J'ai dit là, ça devient très, très, très sérieux. J'ai dit ok. C'est comme ça que j'avais cours puisque quand je partais en cours, il restait à la maison avec l'enfant, donc j'avais cours de 8h à 10h. Donc je revenais, c'est là où il partait au travail. Comme ça un jour, il me dit, l'enfant avait 1 an, ouais, 1 an et quelques semaines. Il me dit bon Diane, aujourd'hui j'avais même devoir. Il me dit bon tu vas rester à la maison, je préfère parce que j'ai une mission à faire. Je lui dis ok d'accord, il y a pas de problème, je vais rester avec l'enfant. Garde l'enfant, va faire ta mission. Je reste. Le bon monsieur ne rentre pas la nuit. Le lendemain, je passe toute la nuit à appeler, il ne décroche pas. C'est comme ça que quand j'appelle, lui-même il me rappelle, il me dit la police m'a attrapé. Comment ça la police t'a attrapé? Oui, la police m'a attrapé, tu as fait quoi? Donc au fait, il était dans une structure de contrôle et autres, mais pour faire des contrôles sur le terrain, il faudrait que ton patron te donne des ordres de mission. Mais lui, il a falsifié l'ordre de mission et il faisait du travail genre illégal ou bien je sais pas derrière ses patrons. Donc c'est comme ça que on l'a attrapé. Et quand on l'attrape comme ça, il va en prison. Quand il va en prison, je pleure. Jeune mariée, tu as un enfant qui est malade et voilà, ton mari, celui sur qui tu comptais ou bien que tu avais mis tout ton espoir, il va en prison. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Si jeune que je suis, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Une année de pleurs, une année de galère, une année de souffrance, une année... Et pendant tout ce temps, sa famille, je n'ai pas vu le soutien de sa famille, je n'ai pas vu le soutien de ses frères, je n'ai pas vu le soutien de quelqu'un. Heureusement que ma mère, c'est une femme qui sait se battre, donc, et je ne louais pas, elle envoyait le lait parfois. Et à un moment donné, elle m'a dit non, Diane, puisque tu pars à l'école, donne-moi l'enfant, je préfère garder cet enfant. Donc, elle essayait de jongler ainsi. Mais malgré ça, je rendais visite au monsieur, mais sa famille, je n'ai pas vu le soutien de sa famille. Sur son frère, il vient me draguer, genre, tu sais, mon frère n'est pas là, donc chez nous, la famille africaine, quand le frère n'est pas là, on récupère la femme et autres. J'ai dit, mon frère, jamais, et pour rien au monde, je ferai ça. Je ne ferai jamais ça. Donc, s'il te plaît, libère-moi la ligne. Mais il insistait, mais moi, je restais toujours dans mon côté et je restais toujours avec la prière, au fait. C'est comme ça, à un moment donné, je me suis retrouvée avec des amis, genre, on faisait des veillées de prière. Quand on faisait des veillées de prière, c'est comme ça que pendant la veille de prière, il y a une personne qui a eu une révélation. La personne ne connaît, c'est même pas mon histoire. La personne me dit, Diane, vraiment le foyer dans lequel tu es partie, c'est pas ton foyer, c'est pas ta place. Et avant même qu'on arrive au problème, il y avait une dame quand je me rendais à l'école qui m'avait vue en route. Elle me dit, ma fille, là où tu es, c'est pas ta place. Je dis, maman, pardon, ne me dis pas ça, ne me raconte pas ça. Après, elle m'a dit, en tout cas, on remet à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le temps viendra où toi-même tu comprendras. Tellement je l'aimais, tellement j'étais contente de mon foyer. Donc, tout ce qu'elle pouvait me raconter ce jour, je ne croyais pas. C'est maintenant, pendant la révélation, pendant les prières, quand il est déjà en prison et autres, la fille, elle m'appelle, elle me dit, Diane, voilà, le foyer où tu es, c'est pas ta place et autres. Tu es entrée dans une famille compliquée. C'est quoi ton problème? Mais est-ce que tu sais que les enfants qui sont partis, c'est même toi qui devais partir, mais ton mari, il faut beaucoup prier parce que Dieu t'aime tellement. Sinon, à la place de ses enfants, c'est toi qu'on devait sacrifier autres, mais il ne pouvait pas avoir la même mise sur toi. J'ai dit non, c'est faux, tu ne peux pas me dire ça. Non, c'est faux. J'ai dit non, tu peux pas me dire ça. Elle me dit effectivement, c'est ce qui devait t'arriver. Et voilà pourquoi tu as fait 1 an, parce qu'il a eu 2 ans, en fait, 2 ans de prison. Pendant 1 an, je priais, je disais, Seigneur, montre-moi, parle-moi, c'est quoi ton problème? Donc, pendant 1 an, j'ai prié, je n'ai pas eu de suite, je n'ai rien eu, Dieu ne m'a rien dit, jusqu'à ce que je commençais de prier là. Et la fille, elle me fait des révélations. Malgré cette révélation, je m'entête, j'ai dit, foutez-moi le camp, tout ce que vous dites là, c'est rien. Une autre séance de prière, une autre personne encore qui ne connaissait pas mon histoire, elle m'interpelle encore et elle allait jusqu'en profondeur. Elle me dit, Diane, là où tu es là, si tu ne sors pas de ce foyer, quand il sortira, un matin, tu vas pas te réveiller. Un matin, on va se souvenir de te trouver décédé parce que c'est pas ta place. Et ce monsieur ne t'a pas épousé pour être sa femme, mais tu étais l'esclave, au fait. Donc, et hormis ça, dans mes visions, dans mes rêves, au fait, quand je dormais, parfois, je voyais des serpents, des trucs genre vraiment atroces, au fait. Mais moi, j'avais toujours l'esprit de banaliser les choses, de négliger. C'est comme ça que, je vais pas mentir, quand il allait en prison, je n'avais pas de soutien.
pas financier et je n'avais vraiment aucun soutien. Mais je rencontrais vraiment des bonnes personnes qui m'ont soutenu même à un moment donné dans mes études. Mais ces personnes, à un moment donné, s'écartaient tout simplement. Sans problème, la personne part. Sans problème, la personne part. La personne t'aime vraiment, la personne t'aide. Mais un de ces matins, tu appelles la personne, il décroche. La fille va jusqu'à me dire, mais ce monsieur, il a mis des trucs dans ton sexe de telle sorte que peu importe l'homme que tu devais rencontrer, ma soeur, l'homme là devait te coucher peut-être pour la première fois et repartir parce qu'il t'a mis les fétiches dans le sexe. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Je rencontre peut-être une personne, la personne veut bien m'aider et autres. La personne même est motivée, mais après qu'on a les rapports sexuels, la personne disparaît. C'était vraiment mon quotidien. J'ai dit, ah bon? Et elle me dit, oui, tu as un truc dans le sexe, donc vraiment, il faut chercher à te soigner, à te traiter. J'ai dit, d'accord, je ne vais pas commencer par la procédure, parce que vous me parlez de la procédure de divorce, moi je ne suis pas prêt pour ça. Mais je vais d'abord pour ma santé, je vais commencer par ma santé. C'est comme ça qu'on a fait une séance de délivrance. Quand on fait la séance de délivrance, c'est sa grande sœur, elle vient carrément se manifester en moi. Elle dit genre, cette femme, elle est entrée dans notre famille avec une étoile, au fait, je vais récupérer cela. Elle est qui, au fait? J'ai dit, bah, moi j'étais scandalisée parce que je dis, mais même mes propres parents, ils ne se manifestent pas en moi. Je quitte d'un pays pour un autre, mais c'est toi qui viens entrer en moi, genre, pour me détruire, au fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu la connais? Oh non, mais elle est entrée dans ma famille avec un truc. C'est ce truc-là. On l'a chassée, on a fait des prières, elle est quand même partie. Maintenant, après la séance de délivrance, son frère, même étant en prison, il m'appelle. Oh, Diane, je vais te retrouver là où je t'ai laissé. Tu vas me retrouver là où tu m'as laissé comment? Est-ce que moi, je suis non, je vais te retrouver où je t'ai laissé. Parce que moi, il s'est mis à crier au téléphone. Je dis, mais tu vas me retrouver où tu m'as laissé comment? Je suis à la maison. Tu vas me retrouver où tu m'as laissé, ça veut dire quoi? Mais j'ai une fois compris, au fait, il parlait spirituellement, au fait. J'ai compris, j'ai pas trop voulu entrer dans son jeu. C'est comme ça que je lui ai dit, après, il restait peut-être 4 mois pour qu'il sorte de la prison. J'ai dit, après toutes les révélations que j'ai eues, pendant ma délivrance, j'ai vomi, genre, un seau de 15 litres, hein, genre comme s'il y avait des feuilles, au fait, émiettées dans mes vomis, des trucs émiettés, genre des feuilles, je voyais 15 litres de vomi. Un truc de 15 litres. Oui, un gluant de 15 litres avec des trucs, genre comme des feuilles, au fait, émiettées dans le gluant, au fait, des feuilles, genre comme des trucs que je consommais, des feuilles. Quand je lui dis, voilà, je pense que toi et moi, on ne peut plus, quand tu vas sortir, on ne peut plus rester ensemble parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont partis. Et au fait, ils ont été, je veux dire quoi, les enfants ont été sacrifiés pour que je vive, au fait. Donc, je peux comprendre ça ici, mais moi, je ne veux plus de ce foyer. Donc, quand tu sortiras, sache qu'on ne sera plus ensemble. Il dit jamais. En tout cas, tu peux faire quoi? Pour lui, comme j'étais pas dans mon pays, j'étais dans son pays, au fait, je n'avais personne, je n'avais pas de force. C'est comme ça que même sa sœur me dit, tu penses que tu parlais où tu es une prisonnière, tu es une esclave. Elle m'a dit ça à vive voix, à face to face. Elle me dit ça, que tu es une esclave. Tu penses que tu peux faire quoi? Tu es en prison ici, tu penses que tu peux aller où? Je rigolais, au fait. J'ai dit, si c'est vous qui m'avez créé, hein, vous allez me dire ça aujourd'hui, que je suis une esclave. Dieu merci, malgré le fait que j'avais pas de moyens, je suis tombée sur une amie. Cette copine-là, son mari, son frère était huissier de justice. Je suis allée vers l'huissier de justice. J'ai dit au frère, voilà mon frère, j'ai pas assez de moyens, mais j'ai expliqué ma situation. On a pu trouver des raisons, des motifs, parce qu'au tribunal, la spiritualité n'est pas encore reconnue. Mais on a pu trouver des motifs sur l'activité qu'il exerçait, sans me dire beaucoup de mensonges. Donc, on a pu trouver un motif, on a monté le motif, et c'est comme ça que j'ai entamé la procédure. Quand j'entame la procédure, ses parents me disent que tu ne vas aller nulle part, tu ne vas rien faire autre. Dieu merci, quand j'arrive au tribunal, le premier procès, on me reçoit, j'explique la version des faits. Quand on le reçoit, il ne fait même pas 2 minutes. Hein. Il dit, voilà, d'accord, j'accepte le divorce. Vraiment, je me suis mis à genoux ce jour-là. J'ai loué Dieu, je sais pas. Parce que ma plus grande crainte, c'était du genre qui refuse le divorce ou bien qui rejette. Parce que de premier visu, c'est ce que ses parents voulaient, gens qui refusent. Mais quand tu places Dieu devant toute chose, vraiment, tu verras toujours sa gloire se manifester. Et même tes ennemis, ils vont se mettre dans ton camp sans le savoir. Et c'est ce qu'il a fait. Le monsieur a accepté. Et quand il accepte, je sais pas, c'est on a peut-être eu 5 audiences. C'est peut-être vers la 4e audience que le monsieur dit, oh, bon, c'est moi qui l'ai amené ici, j'aimerais qu'on la rapatrie et autres. Le tribunal lui a tout simplement dit que, mais non, le tribunal civil n'a pas pour compétence de rapatrier une personne. Maintenant, si tu veux le rapatriement, c'est un autre service. Ça ne relève pas de nos compétences. C'est comme ça que
on s'est séparés, le divorce a été prononcé. On lui a demandé de verser une somme pour cet enfant, mais jusqu'à présent, le monsieur n'appelle jamais. Il ne prend pas de nouvelles de son enfant. Il ne demande pas à savoir comment va l'enfant. Mais je me bats, je suis en vie, j'ai mon petit boulot. Je rends grâce à Dieu parce que malgré l'état de mon enfant, l'état de santé, je ne baisse pas la garde et je dis merci à Dieu et j'accompagne cet enfant-là. Donc, c'était un peu une expérience que je voulais partager, vraiment de dire à nos sœurs de faire très attention. Il y a beaucoup d'hommes qui viendront vers nous pour nous demander un mariage, étant donné qu'on va dans les églises, beaucoup vont pour prier pour le mariage, mais tout ce qui brille n'est pas forcément or. Vraiment, demander le discernement à Dieu pour vraiment savoir est-ce que cet homme qui vient vers moi est vraiment le vrai, est-ce que c'est vraiment mon choix, en fait. Parce qu'il y a d'autres qui meurent, beaucoup meurent, hein. Beaucoup n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Vraiment beaucoup de jeunes filles meurent dans des foyers parce que le mari est trompé dans des trucs sales, dans des trucs louches. Donc, c'était un peu ça, en fait, ma petite expérience que je voulais partager ce soir. Toi, tu as vraiment traversé des trucs, hein, maman. Ouais, et là, c'était pas tout parce que, comme je disais, s'il fallait se mettre à raconter, on devait passer toute la nuit, mais en toute chose, on rend grâce à Dieu et voilà, on reste un témoin vivant pour sa gloire. Donc, c'est un peu ça. Bon, cette histoire, c'est que j'ai suivi une sœur un peu parler de la même chose que moi j'ai vu aussi, c'était au quotidien. Bon, bref, depuis l'âge de 3 ans, quand je me couche, j'ai l'impression qu'un matin, en me réveillant, surtout aux environs presque, je peux dire 4 heures, 5 heures, 6 heures comme ça, je n'arrive pas à me réveiller. M'écoutez là. Allô? Allô? Ouais, je n'arrive pas à me réveiller. Bon, là c'est l'âge de 3. Oui, là c'est que j'ai l'âge de 3 ans quand j'ai détecté ça. C'était pour ma première fois. Je suis couché sur le lit un matin, je vais me lever, rien. J'ouvre les yeux, rien, je ne sens rien. Mais les yeux ne sont pas ouverts. J'essaie de crier à l'aide, comme aide pour me réveiller. Rien ne se passe, personne ne m'écoute. J'ai eu une intuition. Souvent, quand je veux me réveiller, j'ai l'index du doigt. Si ça arrive à bouger, c'est que mon corps peut fonctionner normalement. À chaque matin, c'était comme ça successivement. Chaque fois, chaque jour que je dormais, je me réveillais toujours avec l'index du doigt. Si ça bougeait, j'ai dit que ok, je suis réveillé. Mais je n'ouvrais pas les yeux, je ne savais pas pourquoi. Un matin, je dis à mon petit frère que, gars, si tu te lèves, pardon, aide-moi, tu me bouscules. Si tu t'es levé avant moi, bouscule-moi du lit. Là, je vais me réveiller parce que j'ai énormément de difficultés à me réveiller. Si tu pourrais m'aider comme ça va me plaire. Il m'a dit, ok. Lui-même, un matin, il se lève, il ne me réveille pas. Je suis coincé sur le lit. Je ne peux pas te mentir, en ce moment, j'ai fait au moins 3 heures de temps sur le lit sans bouger, ni me réveiller. J'écris n'importe comment, personne ne m'écoute. J'écris, personne ne m'écoute. Bref, 10 ans de cela passé, j'ai eu un drame, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je dors, j'étais seul à la maison, je dors. Je n'arrive pas à bouger, c'est la même sensation, mais je suis en train de rêver. Il y a un esprit que je ne sais pas où ça sort. Je ne connais pas comment la provenance de cet esprit-là. Cet esprit avec, je peux dire, une capuche sur la tête, mais on ne pouvait pas voir la personne qui était à l'intérieur de cette capuche. On ne pouvait ni voir les mains de cet esprit-là. Moi, par contre, dans mon rêve, c'est comme si j'étais en train de me voir. On était en train de tirer mon esprit, mon âme, je peux dire ça comme ça. On me tirait l'âme du corps. Bref, comme je ne bougeais pas, cette personne qui aspirait mon esprit, il envoyait les mains, je peux dire, il avait les os. Ce n'était plus les bras, ce n'était rien d'autre, mais rien que les os. Il envoie les os entre mon visage, il tire mon esprit, Je me suis senti en train de quitter mon corps. Le réflexe là est arrivé directement qu'il faut que je bouge mon index pour vite me réveiller. Quand j'ai
essayé de laisser cet esprit face à moi. Bon, c'est-à-dire que dans mon rêve, j'étais en train de me voir. Et quand je me voyais, l'esprit là, je ne sais pas s'il était en train de me voir, mais il ne me voyait pas. Quand j'ouvre les yeux, cet esprit-là sort avec une vitesse rapide, jusqu'à claque la porte, parce que j'avais dormi avec la porte de l'extérieur ouverte, parce que c'était un balcon. J'ai dormi avec cette porte ouverte. Il claque la porte, il sort rapidement. Quand je me lève, je voulais voir ce qui me poursuivait, ce qui était en train de vouloir attirer mon esprit avec lui. Je n'ai pas vu cette personne, j'ai seulement vu un peu, tout comme je t'ai dit tout à l'heure, rien qu'un visage, non, je ne voyais pas de visage, je voyais juste une capuche avec les os, des bras, tout ça, tout ça. J'arrive à l'extérieur de la maison, je vois les chiens sont en train de crier un peu de partout, les chiens pleurent un peu de partout. Une meute de chiens, hein, ce n'était pas un chien, ce n'était pas deux, mais ils étaient nombreux. Mais tu ne vois pas les chiens, tu ne les vois aucune. Au fur et à mesure, j'ai en train d'appuyer, tout ça. La première, qu'est-ce que moi? Aide-moi, aide-moi, je sens que je suis menacé. J'ai prié le Seigneur, prié. Après, cet esprit n'est plus jamais venu me chercher. Je ne savais pas comment me libérer de cette emprise-là. Parce que c'était un truc c'est un truc qui m'a beaucoup effrayé depuis l'enfance, que quand je dors, je n'arrive pas vite à me réveiller. Je me réveille un peu tard, plus que les autres, mais je me réveille tôt. Je voulais raconter avec vous là, parce que ça me tenait quand même aussi. J'adore ton émission, hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là. Merci. Ah, merci. C'était juste ma petite histoire là maintenant. D'accord. Merci.